on va peut-être commencer par te présenter. Tu t'appelles Pierre-Emmanuel Germain, c'est ça? Voilà, je m'appelle Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, j'ai 40 ans depuis le 30 décembre de l'année dernière. À la base, j'ai fait des études de comptable, mais c'était pas du tout ma vocation. J'ai pris ça par défaut parce que j'étais un enfant en difficulté pour des tas de raisons. Et j'ai évolué comme j'ai pu dans la société pour essayer d'apprendre des choses sur le tas, passer des diplômes. Alors, principalement, j'ai fait de la comptabilité, mais quand je vois le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, je ne peux que le rejoindre parce que j'ai été caissier, roller à Carrefour à mes débuts, j'ai été livreur, j'ai été facteur, j'ai eu deux burn-out, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et actuellement, j'ai passé un diplôme de coaching il y a 2 ans, donc un bac plus 4. J'ai monté mon entreprise pour aider justement les gens à faire des prises de conscience et à se développer dans leur vie. Et en parallèle, pour des raisons alimentaires, je suis responsable comptable d'une petite PME d'électricité et accessoirement conseiller municipal dans ma commune, qui est la plus petite du Rhône. Voilà. Qui est près de Lyon? Près de Lyon, tout à fait, à 35 km de Lyon, à Rivry. D'accord. Alors, qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet, si je t'appelle et si je fais cette émission avec toi, c'est parce que tu as été une victime de pédophilie. Tu es un des personnages du film Grâce à Dieu, le film d'Ozon. Et donc, tu as été une victime du père Prénat et indirectement une victime de Monseigneur Barbarin. Et tu m'as écrit sur Facebook, ils vont claquer des milliers d'euros pour la messe de départ de Barbarin le 28 juin. Quant aux 21 victimes dont je fais partie, ils repoussent, j'imagine, encore l'échéance. J'aimerais pouvoir t'expliquer avec précision ce problème grave. N'hésite pas à m'appeler. Encore merci pour ton attention et tout ce que tu fais. Enfin bref, merci pour le merci. Mais donc c'est pour ça que oui, j'ai envie de t'appeler parce que c'est une affaire. Évidemment, moi quand j'ai vu sortir la Parole libérée, l'association que vous avez formée, puis après j'ai vu que c'était très médiatisé, donc j'ai un peu décroché. Et là, je découvre. Alors, on savait qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de silence, mais je découvre à quel point la suite, quoi, après le film, les suites judiciaires, etc. Donc, c'est tout ça dont je voudrais parler avec toi, mais qu'on puisse peut-être, avant la situation actuelle, je vais la faire très brièvement, mais on y arrivera, c'est que les victimes comme toi, par un strabisme judiciaire et aussi comment on appelle ça, la justice canonique de l'Église est aussi liée à ça. Vous n'arrivez pas, enfin pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous faire dédommager malgré le statut de victime avéré que vous êtes. Mais avant, peut-être on peut revenir sur ton histoire personnelle par rapport à Prénat. Que tu fasses un point sur où sont les plaintes, où on est ce prêtre, où on est l'association, voilà, en sachant que beaucoup de gens sans doute ont vu le film. Donc ton personnage dans le film s'appelle Emmanuel, il est joué par Swan Arlo. C'est le personnage qui est sans doute le plus abîmé dans le film, en tout cas par cette histoire. Il a tout à fait, et puis il a pas mon nom complet justement parce qu'il est un mix de plusieurs personnes en fait. Et beaucoup de choses viennent de moi, mais Ozon a vraiment un peu rajouté des traits de caractère d'autres victimes de mon âge ou plus âgées qui font partie de cette affaire. Il est très touchant parce qu'on voit à quel point cette histoire l'a brisé, quoi, contrairement aux autres qui ont construit une vie de famille, même si parfois la vie de famille est peut-être factice ou un peu moins heureuse qu'elle n'y paraît. Mais toi, cette histoire t'a autant brisé que le personnage du film Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Parce qu'en fait, déjà, à comparer des autres, mais je me compare entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais un entourage familial très restreint, des parents divorcés très jeunes en 84 quand j'étais pas encore même arrivé à Lyon ni abusé. Donc déjà ça c'était compliqué. Donc du coup j'ai vécu très longtemps seul avec ma mère et ma grand-mère. Du fait de ces abus, j'ai eu un refus d'autorité. Comme en plus j'avais cette particularité que je n'ai découvert qu'à 33 ans d'être ce qu'on appelle une personne haut potentiel, j'ai eu des difficultés scolaires, d'adaptation. Donc ça a été vraiment très difficile, et puis notamment dans mes relations sentimentales ou sexuelles, parce qu'il y avait la peur qu'on touche mon corps, la peur de la rencontre, vraiment des choses très difficiles que j'ai commencé un peu avant que ces affaires judiciaires se dévoilent au grand jour en 2016. Enfin, ça a commencé en 2015 pour la Parole libérée, moi je suis arrivé un tout petit mois après. J'avais déjà commencé un travail sur moi avec ce diagnostic de haut potentiel, des séances de psychothérapie, et je commençais un petit peu à me reconstruire. Et puis là, paf, il y a
le dernier chapitre de ma vie qui me manquait de libérer qui arrive et il y a eu tout un bouleversement qui s'est passé depuis 4 ans et demi. Alors, ça a été très salvateur d'un côté et de l'autre côté, je suis encore dedans avec ces affaires judiciaires. Donc, voilà. D'ailleurs, ça revient aussi dans le film au potentiel. À un moment, je crois que le personnage dit « je suis un zèbre ». Alors pareil, cette scène, elle est un peu romancée pour retracer la vraie scène. C'est-à-dire que moi, ma mère, alors ça c'est la vraie scène, ma mère découvre l'existence de cette association dans la presse locale. Elle m'appelle, je suis au travail, elle me dit « écoute, passe à la maison, il y a des courriers adressés à ton attention qui seront arrivés ». Donc je vais chez elle. Et à ce moment-là, je découvre que des gens de mon groupe de scouts parlent de ce prêtre dont j'avais oublié le nom. Pour nous, c'était le père Bernard. Donc, père Prénat, je ne savais même pas qu'il s'appelait Prénat. J'en avais jamais parlé avec ma mère. Et donc, à ce moment-là, je prends le mail, j'écris un mail et c'est Bertrand Virieux, donc Gilles dans le film, le médecin cardiologue, que je salue au passage, qui est vraiment une personne extraordinaire, l'un des 3 cofondateurs de La Parole Libérée, me rappelle et me donne le numéro de la police avec qui je prends rendez-vous. Et à ce moment-là, je vais porter plainte et le prêtre est arrêté ce jour-là et je suis confronté en premier le lendemain. Donc ça se oui, passe, c'est un peu ce qu'on a l'impression dans le film, je ne sais pas si c'est dans la réalité c'est pareil, que c'est ton témoignage qui déclenche l'arrestation. Tout à fait. En fait, il y avait eu une plainte de François, mais François, pendant de nombreuses années, même encore maintenant, il ne se considère pas comme une victime parce qu'il a été caressé, embrassé, et le soir, il a parlé à ses parents. Et en fait, il y avait sa plainte et celle d'Alexandre qui lui était prescrite, plus d'autres personnes qui étaient également prescrites. Et en fait, quand j'ai porté plainte le 25 janvier, il a été arrêté le jour même. Et je me souviens encore de la phrase du capitaine Collineau dans la vraie vie, non pas Courteau dans le film, qui me dit surtout vous ne trompez pas d'étage parce qu'il est juste en dessous, quoi. Donc, il savait que j'avais une grosse colère en moi, que à 18 ans j'avais envie de le retrouver pour le tuer, même si je ne connaissais pas son nom, qu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Donc voilà, le petit trait d'humour, c'est qu'il m'a dit vous ne trompez pas d'étage pour pas le tuer. Et le lendemain matin, j'ai été confronté à lui en premier. Et puis c'est enchaîné François et d'autres personnes derrière. C'est une scène qui est vraiment super forte dans le film. C'est la vraie scène. Ça, pour le coup, c'était la vraie confrontation entre lui et moi. Ouais. C'est-à-dire qu'il te demande pardon alors qu'il n'avait pas demandé pardon aux autres. Il essaie de me tutoyer. Voilà. Ouais, et il y a ton avocate qui est entre vous deux. Et toi, tu refuses son pardon. Et tu as des mots en même temps, tu as des mots, c'est les mêmes. Je ne sais plus ce que tu dis dans le film, puisque j'ai vu le film. Tu le remballes, entre guillemets, assez sèchement. Tu le remets à sa place. Mais c'est très fort ce que tu dis. Enfin, tu t'en souviens de ce que tu dis? En fait, je suis plus un petit garçon. Il n'y a plus cette emprise et il n'a pas à me parler comme ça. Alors, j'ai plus les mots exacts que j'ai prononcés. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis, mais oui, c'est ce qui m'est venu spontanément. Et mon avocate a aussi recadré à ce moment-là le fait qu'il essaie de me tutoyer parce que j'étais plus le petit garçon qu'il avait connu. Et on n'est pas des copains qui se retrouveront 25 ans plus tard. Ah oui. Et lui, moi, ça fait des années que j'attendais que ça sorte, en fait. Et lui, on le voit dans le. Enfin, il y a cette scène où il quête ton regard, quoi. Il essaie de. Il a l'air d'être en. Enfin, ça ne l'excuse aucunement, mais il a l'air d'être un peu en perdition, quoi, à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Il est démasqué, en fait. Sa pathologie, c'est un pervers narcissique, donc il est complètement démasqué. Et après ce début de confrontation, il n'a même plus cherché à me regarder, en fait. Il regardait la caméra qui était dans le bureau de police. Il y avait mon avocate et une autre avocate entre nous deux, les policiers qui étaient là. Et il n'a fait qu'avouer tout ce que le flic lisait au niveau de la plainte qu'il avait pris la veille, en fait, tout simplement. Et il a tout reconnu, que ce soit pour moi ou pour les autres, d'ailleurs. Et il dit, mais bien sûr que Barbarin était au courant, bien sûr que De Courtrai était au courant. Et il l'affirme, il le crie, quoi. Bien sûr, et ça s'est passé, donc son procès a eu lieu en janvier de cette année, après 4 ans de procédure, qui a duré 5 jours, ce procès, donc qui a été marqué par la grève des avocats le premier jour, mais finalement le procès a pu se tenir sur 4 jours. Et en fait, il a continué de tout avouer, et nous on le savait, mais ça a été dit cette fois publiquement lors du procès. En fait, quand en 1991, il est retiré de Sainte-Foy-les-Lyons du fait de l'action des parents de François qui ont écrit à l'époque il y a De Courtrai, en fait, la personne qui va s'occuper de lui dans une abbaye, c'est le père Barbarin qui descend de Paris. Donc, c'est-à-dire que Prénat est mis à l'écart à Paray-le-Monial en 91, et il y a plusieurs prêtres qui s'occupent de lui, dont le père Barbarin. Et Barbarin s'est contredit plein de fois dans la presse, dans les dates où il disait avoir eu connaissance de ce prêtre et de ce qu'il avait pu faire dans son passé. Il a pris combien au procès? Enfin, que ça a donné au procès, oui. Alors, le problème de Prénat, c'est que, étant donné que les viols, par chance, alors moi j'ai appris 25 ans plus tard que les gens avaient été violés, ça m'a
rempli d'effroi parce que je me suis dit que j'ai échappé à très lourd. Mais tous ces gens qui ont été violés, malheureusement, sont prescrits. Donc, comme ils sont prescrits, ils n'ont pas de procédure civile. Et de fait, il n'y a pas de cour d'assises, comme il n'y a pas de viol. Donc, c'est de la correctionnalisation. Et le correctionnel pour ce genre d'abus, c'est maximum 10 ans. Donc, la procureure a réclamé 8 ans parce que de toute façon, vu l'âge et vu le dossier, de toute manière, qu'on demande 8 ou 10, c'est plus ou moins la même chose. Donc, il a été condamné à 8 ans à des montants d'indemnisation qui aussi, je peux le dire en toute transparence, entre 13 000 et 18 000 euros suivant les victimes. On est 10 au civil. Et malheureusement, il a été condamné au mois de mars dernier et il a fait appel dès le lendemain. D'accord. Et l'appel est suspensif, il n'est pas en prison. Oui, tout à fait. Il a quel âge aujourd'hui? Il a de mémoire, il est de 60. Il a 72 ou 73 ans. D'accord, il n'est pas encore grabataire, quoi. Non, j'ai vu le même petit bonhomme manipulateur et très sûr de ses mots, de comment il raconte les choses, de faire semblant d'oublier des détails et d'en rajouter d'autres. C'était très, très hallucinant quand même. Parce que dans le film, son personnage qui est joué par Renaud Verlet, c'est ça l'acteur, le comédien? C'est Verlet, mais le prénom, Bernard Verlet. Bernard Verlet. Lui donne une sorte de... Comment dire, enfin, je sais pas si c'est voulu par Ozon, mais on a presque de la pitié pour lui, quoi, parce qu'on sent un homme qui est en parfaite déchéance, défaillance, qui reconnaît tout facilement. Dans la vraie vie, ça s'est passé comme ça aussi? Bien sûr, bien sûr. Et en fait, il a toujours tout avoué depuis petit, en fait, puisqu'au séminaire, il est déjà détecté adolescent comme déviant. L'Église le sait, lui fait faire une psychothérapie. Ils estiment qu'après la psychothérapie, il est soigné. Il est nommé prêtre. Il arrive à Lyon en 69. Il est juste vicaire. D'ailleurs, il n'a jamais été le prêtre titulaire de la paroisse de Sainte-Foy-les-Lyons. Il n'en était que le vicaire, mais c'est pas du tout le prêtre titulaire. Et en fait, il a mangé le prêtre sur place, c'est-à-dire qu'il lui a pris sa place. Au bout d'1 an et demi, il demande à sa hiérarchie de l'époque, en 70, de créer un groupe de scouts. Et en sachant dans son dossier qu'il a été déviant, on l'autorise à créer un groupe de scouts qui n'est ni rattaché aux scouts de France, ni rattaché aux scouts d'Europe, et dans lequel il invente tous les badges de mérite, de récompense et la hiérarchisation. Ah oui, d'accord. Donc, il a créé son petit groupe de scouts à lui, perso. Et tout ça faisait marcher le business local. On devait avoir des badges. Les logos que tu vois dans le film sont les vrais que nous portions. J'étais d'ailleurs assez surpris quand j'ai vu l'avant-première du film qu'ils avaient mis nos vrais logos et nos vraies bannières, et c'était vraiment ça. Et il a sévi pendant combien d'années? Alors, à Sainte-Foy-les-Lyons, il a sévi pendant 20 ans. 21 ans. Et on sait aujourd'hui le nombre de victimes qui se sont déclarées grâce à votre association? Alors, ceux qui se sont manifestés à la parole libérée, de mémoire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est entre 70 et 90. Après, il y a tous ceux qui se sont manifestés mais qui ne veulent pas parler. Et il y a aussi surtout l'après, parce qu'après, il a été muté à Neulise, il a été muté à Cours-la-Ville et il a été muté au Coteau. C'est des paroisses qui ne sont pas très loin de Lyon. Et moi, pour avoir été invité par des directeurs de cinéma, c'était absolument pas prévu dans le cadre du film. Comme j'étais inscrit dans un espace coworking à côté de chez moi, en tant que coach, le responsable de ce coworking a appelé le directeur de Mornan en disant « Écoute, tu diffuses ce film, j'ai un coach dans mon espace coworking, il est dans ce film, ce serait intéressant qu'il vienne faire un exposé qui réponde aux questions des gens à la suite de la diffusion du film. » Donc là, j'ai fait 3 débats à Mornan. Et là, j'ai déjà des gens qui me témoignent de choses de l'après 91, c'est-à-dire 2011 à Cours-la-Ville, par exemple. Des gens qui témoignent, qui me disent, voilà, j'ai eu ces infos-là, j'ai eu ces trucs. Et des gens qui étaient du collège où j'étais à l'époque aussi, qui sont venus témoigner, des étudiantes, en me disant qu'en 82, donc avant que moi, en 84, avant que j'arrive moi au collège en 90, où il était aumônier, et où j'ai aussi été agressé en plus des scouts, il avait été viré du collège quelques semaines parce que des gens avaient déjà dénoncé en 84. Mais il est revenu au collège. Et ça, du coup, j'ai enchaîné tous les cinémas pendant 3 mois, jusqu'à Cours-la-Ville, où là, j'ai appris que le film, pour des raisons politiques, avait été boycotté. Ah bon? Je suis allé coincer un député qui était l'ancien maire de l'époque où Prénaille était. Je l'ai coincé, j'étais jusqu'au conseil régional Rhône-Alpes. Le mec savait plus où se foutre. En plus, son assistant, pas de bol, avait ses frères et sœurs au groupe de scouts Saint-Luc comme moi. Donc, il a démarré l'entretien et ça, le député ne le savait pas en disant « Je peux que vous soutenir parce que mon frère et sœur étaient scouts avec vous ». Donc là, le député ne savait plus quoi faire. Et en fait, comment j'en suis arrivé à ce député, c'est qu'une dame de Cours-la-Ville que j'avais eue au téléphone m'avait avoué plein de choses. Et du jour au lendemain, ne m'avait plus rappelé parce qu'elle avait rencontré le prêtre de Cours-la-Ville actuel. Et en fait, ce monsieur, j'ai appris, après avoir rencontré ce député qui a sommé cette dame de me rappeler, que ce prêtre qui ne me connaît pas de Cours-la-Ville lui avait dissuadé de me rappeler. Et cette dame avait refusé, alors qu'elle gérait la culture et le cinéma de Cours-la-Ville, elle avait refusé de diffuser le film. Donc j'ai fait un forcing énorme jusqu'au maire actuel.
pour que le film soit diffusé, qu'il y ait un débat qui ait lieu là-bas. Et il a été diffusé? Et le film a été diffusé, il y a eu un débat de 2 heures, il y a eu 300 personnes qui sont venues à Cour-la-Ville, c'est une ville de 4000 habitants. Mais où tout le monde se connaît, il y a d'ailleurs une dame qui avait témoigné en 2016 chez Bourdin, anonymement, en disant « Ma fille, il y a eu ça derrière le paravent avec le père Prénat. Le journaliste qui l'avait interviewé à l'époque m'avait donné même tous les détails. En fait, sa petite fille avait clairement dit à sa mère le soir que Prénat gardait des enfants très jeunes, beaucoup plus longtemps que d'autres sur les genoux. Il avait un peu changé son mode de scénario puisqu'il n'y avait plus de scouts. Il s'appelle comment, ce courageux député qui a pas voulu te voir? Alors maintenant, il est redevenu maire de Cour-la-Ville. Il s'appelle Patrice Vercher. Alors, je le salue parce qu'il m'a quand même reçu. Mais si tu veux, en fait, à l'époque, cette dame que j'ai eue, elle m'a dit, voilà, quand j'ai voulu diffuser le film, j'ai eu 2 pressions. Des gens qui voulaient absolument le diffuser pour que la merde sorte. C'est quand même assez parlant comme propos. Et des gens qui voulaient absolument pas qu'il soit diffusé pour pas que la merde sorte. Et à ce moment-là, elle a appelé donc Patrice Vercher, qui était à ce moment-là député pendant que le film est sorti, mais qui était l'ancien maire de l'époque Prénat, qui a même fait le départ Prénat de Cour-la-Ville en 2011. Et elle lui dit, écoute Patrice, qu'est-ce que je fais? J'ai des gens qui me mettent la pression, qu'est-ce que je fais avec ce film? Et lui, et c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone à ce moment-là, écoute, Ginette, c'était Ginette, cette dame, si les gens veulent le voir, ils iront ailleurs, on ne va pas remuer la merde chez nous. Ouais, d'accord. Non, mais Cette Ginette m'envoie un texto le lendemain en me disant, je vais voir le père Leroux, qui est le père actuel de Cour-la-Ville, et je vous rappelle, merci pour cet échange. Et elle m'avait dit plein de choses, comme quoi Prénat, il dénigrait les gens, il était très hautain, très autoritaire, beaucoup d'enfants venaient de plein de communes pour venir à Cour-la-Ville. Elle m'avait donné beaucoup de détails. Elle était persuadée qu'il avait fait des choses. Et le lendemain, quand elle m'envoie ce texto et qu'elle va voir ce prêtre, après, j'ai plus de nouvelles. Et comme elle m'avait parlé de Patrice Vercher, je me suis dit, comme mon avocate est du même parti politique que Patrice Vercher, je vais lui demander son numéro de téléphone et je vais l'appeler. Et c'était quoi le parti? LR. D'accord. Le film a changé ta vie, toi, parce que il y a eu des documentaires, il y a eu des articles de presse, mais le passage à la fiction, ça. Parce que moi, j'avais lu des choses, mais quand tu vois le film, c'est très incarné. Je suis un peu passé par là, puisqu'il y a eu un film sur mon histoire. J'avais fait des documentaires. Et il y a quelque chose avec le cinéma, en tout cas ce cinéma-là. Et je trouve qu'Ozon réussit vraiment son challenge. Quoi. Mais c'est très bien. Il a vraiment été très, très précis, très intuitif, même dans l'élaboration du film. Il y a des scènes qu'on voit où je lui ai même pas raconté sur moi. Il arrive à la sortir naturellement sans avoir eu les infos. C'est très fort et très puissant. D'ailleurs, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis que le haut potentiel, en fait, c'est équivalent à surdoué ou c'est différent? Non, c'est surdoué, tout à fait. Alors, maintenant, on parle de philo-cognitif, complexe et laminaire. Enfin, j'ai beaucoup étudié les neurosciences pour un peu mieux comprendre le phénomène. Et donc, toi, tu le savais. J'aime pas le terme surdoué, je trouve ça péjoratif pour les autres, en fait. Voilà. Ouais. Non, mais d'accord, mais c'est pour comprendre. Et en fait, toi, ayant été cet enfant-là, avec un QI plus important que les autres, là, c'est des statistiques. Donc je ne suis pas le seul. François l'était aussi, puisque ça a été dit au procès, c'était l'enfant lumineux de la fratrie, c'était l'enfant qui sortait aussi du lot. Mais il n'a pas le même parcours, il avait des parents qui étaient là, des frères et sœurs, ce n'était pas le même contexte familial. D'accord. Et en fait, toi, tu vis avec ça pendant… T'as quel âge quand le truc sort? 30 ans? J'ai 36 ans, en fait. Il me restait 2 ans pour pouvoir porter plainte. D'accord, tu as 36 ans. Et j'avais parlé pour la première fois de ma vie, 6 mois avant, à ma compagne, qui d'ailleurs était également au potentiel. On s'est rencontrés via un site. Ma neuropsychologue de l'époque m'avait dit d'essayer de rencontrer des gens comme moi. Donc, j'étais allé sur des pages Facebook où là, j'ai vu aussi plein de choses un peu bizarres, mais j'ai rencontré des gens un peu comme moi pour essayer de mieux appréhender cette particularité. Et j'avais rencontré donc une personne au potentiel qui, au bout d'une semaine de relation, me raconte les viols qu'elle a eu enfant. Et ça m'a fait un tel choc à ce moment-là, parce que je me croyais encore le seul, même dans le monde, j'ai envie de dire, je ne pensais pas que d'autres gens que ce prêtre pouvaient abuser d'enfance. Pour moi, c'était un peu impensable, quoi. Je ne pensais plus à ça. Ça m'a tellement marqué que je lui ai raconté mon histoire. Et à ce moment-là, ni elle ni moi, on savait que je pouvais encore porter plainte. Je ne connaissais pas le nom de famille de mon agresseur. Pour moi, c'était le père Bernard. Donc, comment aller retrouver le père Bernard? Des pères Bernard, il y en a plein. Et puis, je ne pensais pas que je pouvais encore porter plainte. Et puis, je me suis dit, de toute façon, je suis seul. Qui c'est qui va me croire? 25 ans après, qui va me croire en racontant ça? On va me dire que j'affabule, que j'invente, que je veux me faire de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire que quand tu étais… ça s'est passé, tu avais de quel âge à quel âge? Ça s'est passé de septembre 88, donc j'avais un peu plus de 8 ans, jusqu'à février-mars 91, quand les parents de François ont fait le courrier à l'archevêque de l'époque de Courtrai et que le père Prénat a été mis de côté. Comme ma mère, elle n'était pas issue du milieu catho bourgeois lyonnais, parce que beaucoup de gens très connus venaient dans ce scout, même de l'ouest lyonnais.
elle n'est pas dans ce milieu-là. Et en fait, quand elle a questionné les gens, puisque du jour au lendemain, le prêtre est parti, donc plus de messe, plus rien, plus de scout, les gens ils disaient que soit d'un côté on faisait une cabale à ce prêtre parce que les gens ne l'aimaient pas, étaient jaloux, soit c'est normal au bout de 20 ans qu'un prêtre change de paroisse. Et comme le petit garçon ne parlait pas, ben ça s'est arrêté. Mais moi j'ai juste dit à ma mère, il m'a pris dans les bras, il m'a embrassé, et ça l'a pas percuté. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faisait à la sortie de la messe, il est très malin. Il ramenait les enfants de cœur auprès des enfants, des parents, il les prenait dans les bras, il les embrassait, il les caressait comme ça. On n'y voit pas de mal, on dit que c'est quelqu'un de bienveillant qui donne des activités aux enfants, en plus qui est le messager du Seigneur sur terre, parce que c'est comme ça qu'on le voit quand on est petit, toi, pour certains adultes. Tu étais très croyant à l'époque, enfin tu étais complètement embrigadé dans la religion. Alors, pas issu d'une famille ultra catho, mais pour ma mère c'était important. Par exemple, elle voulait me faire faire ma communion à Strasbourg avant de partir parce qu'elle pensait que ça me protégeait. Ah oui. Et donc on abuse de toi, enfin il abuse de toi sexuellement entre 8 et 11 ans à une fréquence assez régulière ou c'est pratiquement toutes les semaines en fait. Au début, j'arrivais pas à me souvenir de tout parce que c'est pas que j'ai eu une amnésie traumatique, mais il y a des choses où j'avais zappé. Je savais que j'avais été victime, mais après j'avais oublié tous les détails, les lieux, etc. Et en fait, tout est revenu. C'est-à-dire qu'il y a eu le scoutisme, il y a eu le catéchisme, il y a eu l'aumônerie au collège aussi. Alors l'aumônerie au collège, il a voulu nier au tribunal de m'avoir abusé dans la sacristie juste avant le collège. Mais le collège, c'était qu'en fait, une dame qui était également au scout et responsable d'éducation au collège, il savait quels enfants étaient au scout et au collège en même temps. Donc, il faisait chercher des enfants en classe au collège, donc en l'occurrence moi et d'autres, pour être enfant de chœur à la messe de la chapelle la semaine au collège. Et je me suis fait abuser plusieurs fois. C'était moins souvent qu'au scout, mais ça m'est arrivé plusieurs fois au collège de me faire abuser à la sacristie. Et donc comment dire, il avait excuse-moi d'utiliser des termes qui sont peut-être mal choisis, mais il avait un gros appétit, ce monsieur, parce que si toi, il abusait de toi toutes les semaines, il abusait aussi d'autres petits garçons. Bien sûr, c'était tous les jours. Pour moi, c'était tous les jours. Il était en contact avec des enfants presque tous les jours. Donc, pour certains, il y avait pénétration, il y a viol avéré, mais prescrit. J'ai lu les témoignages. Viol, c'est pénétration. Viol, c'est la définition exacte, c'est vraiment tout ce qui est pénétration. C'est buccal, anal ou vaginal, si c'est des femmes. Ouais. Embrasser aussi, rouler une pelle, c'est une pénétration aussi. Voilà. C'est considéré comme viol. Bien sûr. Moi, j'ai eu un réflexe, c'est de fermer ma bouche au moment où il a voulu me rouler une pelle. C'est-à-dire qu'il m'embrassait sur les lèvres, mais j'ai fermé la bouche à ce moment-là. Et je pense que compte tenu de son intelligence, il s'est dit, lui, il ne faut pas que j'aille plus loin parce qu'il risque peut-être de parler. Mais lui, les choses qu'il faisait, excuse-moi d'être trivial, mais c'est pour qu'on comprenne aussi. Il se masturbait sur toi, c'est un peu ça Alors, j'ai pas de souvenir de lui parce que de dans le le voir film, on dit caresser. Il se frottait, enfin. Oui, alors ça, il se frottait, il nous prenait sur les genoux, il mettait la main dans le short, il caressait, il nous masturbait. Hein. Moi, il me masturbait de manière circulaire. Donc, en plus de ça, j'ai pas peur de l'expliquer pour que les gens comprennent bien. Quand on est dans cette construction-là, et puis à cette époque, dans les débuts des années 80, enfin fin des années 80, début des années 90, on n'a pas d'internet, on n'a pas la télé, on parle encore moins de sexualité à 11 ans. Et lui, il me masturbait en faisant des mouvements circulaires. Et en fait, c'est vrai que moi, au tout début de mon adolescence, j'ai continué à me masturber de cette manière-là, puisque mes parents étaient divorcés, je voyais très peu mon père, je parlais absolument pas de ça. Et puis, bon, la relation avec mon père est très compliquée aussi. C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas vraiment de ses enfants dans l'éducation. Ça m'a causé une déformation du sexe de m'être masturbé comme ça au début de ma sexualité. J'en ai eu honte. Enfin voilà, c'est tout un parcours en fait. Et donc, quand on est si jeune que ça, à la limite, comme ça arrive d'une manière aussi fréquente, on trouve ça presque normal ou il y avait un... Alors, je ne sais pas si c'est du fait en tant qu'HP d'avoir des ressentis, des intuitions. Je sentais des choses pas claires, mais c'était impossible de mettre des mots là-dessus. Et le problème, c'est qu'il y avait l'emprise du chef scout très autoritaire, militaire, vraiment, qui avait créé toute cette hiérarchie, les différents niveaux de badge, de mérite. Tu parles de Prénat, là, le chef scout. De Prénat, bien sûr. Et puis le côté religieux, parce que quand on a cet âge-là, on vous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, qu'il est partout et que, grosso modo, parler contre un prêtre ou faire quelque chose contre un prêtre, on va aller en enfer, quoi. Et puis on va pas nous croire. En plus. Et comme Dieu est partout, quand il voit que Dieu voit son représentant sur terre masturber un enfant, l'enfant doit penser que c'est bien. C'est ça l'idée ? C'est ça, quelque part. Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est ce qui doit faire qu'on a ce blocage qui fait qu'on peut pas parler. Mais je pense, avec le recul, en repensant un peu aux attitudes que j'avais et ce qui pouvait être dit,
je pense qu'il y avait vraiment cette emprise en fait de se dire c'est l'autorité, c'est vraiment quelqu'un contre qui on peut pas parler et même si on avait des ressentis, parce que le corps ressent les choses, des ressentis mauvais, on n'avait aucun moyen de l'exprimer en fait. Et ça, c'est le cas pas que pour moi, mais pour d'autres enfants. Hein. Après, je connais pas tous les cas de chacun. Certains ont peut-être pu parler. Ça s'est même avéré que certains ont parlé, que les parents n'ont rien dit, hein, et même avant que moi j'arrive au secours. C'est ça. Ouais. Et donc déjà en 82, en 75. Donc tu traînes ça comme un nuage sombre dans ta tête pendant. Voilà. Et le nuage s'assombrit, dans le film, on voit que ton personnage fait des crises d'épilepsie, c'est ça Oui, alors ça, c'est pas moi, c'est Anthony, qui a le même âge que moi. Lui, il a eu des crises de spasmophilie toute sa vie. Ça lui a empêché d'avoir une scolarité et une vie vraiment normale. Enfin, on a tous eu des difficultés, mais lui, c'était à s'en jeter contre les murs à l'école, à la maison, avoir des difficultés de sommeil. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a greffé sur mon personnage, mais ça appartient à Anthony. Ouais. Et toi, moi, c'était plutôt une estime de moi, un manque de confiance, les difficultés sexuelles. Voilà, j'ai eu très peur et des fois, voilà, c'est pas pour être prétentieux, mais j'étais plutôt beau garçon entre 16 et 20 ans. J'avais entre guillemets du succès, mais j'étais incapable d'assumer. Je partais des fois en courant quand les filles voulaient passer à l'acte, par exemple. Et beaucoup n'ont pas compris, et elles ont compris quand elles m'ont vu dans la presse 25 ans plus tard. J'ai des ex qui sont venus m'écrire en me disant « Je comprends pourquoi tu es parti. Moi, ça m'a fait énormément souffrir que tu partes parce que j'étais amoureuse de toi. J'en avais bien conscience, mais moi, j'étais incapable d'exprimer ça. Et surtout, je m'expliquais même pas que ces problèmes étaient liés à ces abus, en fait. Je me maîtrisais pas, en fait. Tout simplement, je maîtrisais ni mon psyché, ni mon corps par rapport à ça. Et en fait, ces actes pédophiles contre toi t'ont empêché d'avoir une vie amoureuse, d'être amoureux de quelqu'un ou d'avoir des relations stables ou de. J'ai été amoureux une fois au lycée. Malheureusement, en plus, la personne est tombée enceinte. Moi, elle avait 17 ans, moi 18. On est resté 1 an et demi ensemble. Elle était marocaine. Par chance, j'ai eu des infos de gens qui la connaissaient. Elle a eu des enfants plus tard dans sa vie. Dieu merci pour elle. Mais c'est la première personne dans qui je suis tombé amoureux. Et après, ça a été très difficile d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. J'ai même passé des années à pas vouloir avoir de relation parce que j'avais honte de mon corps. Je me sentais, entre guillemets, impuissant. Et il a fallu plusieurs années pour un peu débrider tout ça. Et notamment, mon ex-compagne qui avait été victime d'abus sexuels m'a permis vraiment de finir un peu libérer tout ça, on va dire, au niveau sexuel. Je la remercierai jamais assez, et paix à son âme aujourd'hui parce qu'elle est décédée. Elle a eu un 2e cancer du sein, elle a préféré mettre fin à ses jours, mais elle m'a montré que les abus sexuels étaient vraiment extrêmement ravageurs sur les enfants. C'est quelque chose qui l'a vraiment détruite. Et il n'y a que vers 35-36 ans que j'ai commencé à être un peu plus confiant par rapport, on va dire, à ma sexualité. Mais aujourd'hui, à 40 ans, je n'ai pas rencontré quelqu'un. Bon, je suis obligé de jongler entre plein de métiers et je ne suis pas encore stabilisé, quoi. J'espère fonder une famille, on verra. Ouais, non, merci de te confier comme ça, mais je voulais pas aller jusque-là. Mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent. C'est pas parce que ça arrive à plein de gens, hein. Pas que dans l'église d'ailleurs. Je sais pourquoi je te demande tout ça, c'est parce que je veux en arriver à la question de fond. Enfin, la raison pour laquelle tu m'as écrit, c'est l'idée du préjudice, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es victime de cet homme, mais tu es aussi victime d'un système de silence. Et en même temps, enfin, j'allais dire la petite bonne nouvelle, c'est que la police, la justice ont fonctionné. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ça a été très difficile parce qu'il y a eu votre association, mais il y a eu un procès, ça a libéré une parole, enfin, etc. Et puis, vous en arrivez au moment où, comme dans tout procès quand il y a condamnation, je pense que c'est ça. Les victimes on doit quantifier en termes d'argent le montant de leur préjudice. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça et où ça en est? Enfin, qu'est-ce que c'est que et en même temps, j'ai aussi une question en parallèle à ça, c'est-à-dire que l'État vous doit quand on dit préjudice comme ça, oui, il y a l'État, mais il y a aussi ce qu'on appelle la justice canonique, qui est la justice de l'Église, et l'Église et le prêtre, évidemment, même s'il n'est peut-être pas très soldable, il y a plusieurs entités qui vous doivent de l'argent, qui doivent de l'argent aux victimes puisqu'il y a condamnation. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'on est quand même longtemps après, là maintenant. On est 4 ans et demi après le début de l'arrestation du prêtre. Hein. Ouais. Ça, c'était le 25 ou le 26 janvier 2016 et on est presque en juillet 2020.
Alors en fait, il y a deux volets, comme tu disais, il y a le volet civil et le volet canonique. Alors pour le volet civil, c'est très simple. Il y a des règles, voilà, il y a une première instance, une cour d'appel éventuellement, une cour de cassation, etc. Il a été jugé en première instance au bout de 4 ans et demi. On nous avait demandé de formuler des demandes d'indemnisation dans la justice civile que chacun a fait. Elles étaient toutes sensiblement équivalentes et puis on s'est basé sur des chiffres qui avaient pu déjà être faits dans d'autres affaires. Enfin, c'est très difficile de chiffrer un préjudice parce que si par exemple on compare avec les victimes de pédophilie de prêtres aux États-Unis, des gens qui ont touché des dizaines de millions de dollars par personne. On n'est pas du tout dans cette tranche-là en Europe, en tout cas en France. Donc là, pour la justice civile, il a été estimé des réparations entre 13 000 et à peu près 20 000 euros, grosso modo. Ça a été établi dans le jugement. Vous aviez tous pris des avocats différents ou l'association a pris un seul avocat? Non, l'association, elle n'est pas reconnaissante d'utilité publique parce qu'elle n'a pas 5 ans d'existence, donc elle ne peut pas se porter partie civile, elle ne peut pas défendre en son nom propre des victimes, donc chacun a son avocat. En même temps, le fait d'avoir une multitude d'avocats, ça permet d'avoir un peu plus de force de frappe, on va dire, voilà, pour argumenter les choses. Et puis chaque cas est vraiment différent, on n'a pas tous les mêmes parcours. Mais du coup, on était à peu près équivalents sur les demandes d'indemnisation parce que c'était. Elles ont été obtenues au civil, ces demandes, le tribunal. Alors, elles ont été notifiées au mois de mars dernier, puisqu'il a été condamné au mois de mars dernier à 8 ans de prison ferme et à ces montants d'indemnisation. Sauf que vu que le lendemain il a fait appel, eh ben tout est suspendu. Donc, il y a une notification avec des montants d'indemnisation civile qui sont actés, mais qui, pour l'instant, ne pourront pas être payés dans le sens où il fait appel et qui nous dit qu'il ira pas en cour de cassation, voire en cour européenne des droits de l'homme pour échapper à la prison. Et la cassation est suspensive aussi des droits. Oui, tout à fait. Il me semble. À vérifier, mais il me semble aussi. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est le volet civil. Mais là, j'ai envie de dire, les choses sont carrées. La justice civile, elle est bornée. Il y a telle procédure. C'est pas le juge au début des 4 jours du procès au correctionnel en première instance qui va dire attendez, hop, je change la règle et puis on va faire comme ça, plutôt comme ça, etc. Que dans le procès canon, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le procès canon, il a commencé en avril 2016, donc 3 mois après le procès, 3 mois après le début de l'enquête judiciaire au civil. Et donc là, on est reçu par un juge qui est au tribunal ecclésiastique de Lyon. Donc là, j'apprends aussi qu'il y a un tribunal ecclésiastique dans l'Église avec ce qu'on appelle un droit canonique. Et en fait, on nous donne l'accès à une justice canonique. Donc, on est reçu une première fois. Comme on est reçu que à titre de personnes non prescrites, c'est-à-dire ceux qui sont au civil aussi, il nous faut une petite com. Voilà, après, ce serait très long détaillé, je pourrais en faire pendant 3 heures sur toute cette histoire. Le jour de Noël 2016, le cardinal Barbarin dit « Ah, c'est bon, j'ai demandé au pape la levée de prescription, du coup, maintenant, on va pouvoir recevoir toutes les victimes, y compris les prescrites, dans ce procès canon. » Sauf qu'on fait cet effet de com, mais derrière, on nous informe de rien. C'est-à-dire que souvent, on a appris les choses dans la presse parce que l'Église disait les choses de manière très ciblée, un peu comme on fait en politique actuellement depuis longtemps. Et donc, à ce moment-là, je fais un peu le naïf, et puis bon, j'ai toujours été transparent dans le noyau dur de la parole libérée, dans lequel j'ai toujours été jusqu'à novembre 2019, où on échangeait par mail entre Gilles, le cardiologue, François, Alexandre, nos compagnes, etc., une vingtaine de personnes. Et j'ai dit, voilà, suite à la levée de prescription, je vais rappeler le juge qui nous a auditionné en avril 2016 pour savoir ce qu'il en est du fait de cette levée de prescription, où en est ce procès. Comme par hasard, le juge il me répond et il me dit, vous faites bien d'appeler, justement, le cardinal Barbarin a nommé 3 juges, je vais vous mettre en relation avec le juge qui va auditionner à nouveau les victimes, et puis voilà. Donc, en février 2017, je me fais réauditionner par un autre juge qui lui est nommé par le cardinal Barbarin. Très froid, l'entretien est extrêmement froid. C'est un juge qui vient d'Aix-en-Provence, je vais le citer, il s'appelle Luc-Marie Lalanne. L'entretien est très froid, et puis il vérifie tout ce que j'ai dit lors de ma première audition 1 an avant avec l'autre. On sent qu'on n'est pas très en confiance, on ne nous fait pas trop confiance. Ça se termine. Contrairement à la première fois, on ne me donne pas de copie de mon acte que j'ai déposé. Et ensuite, on reçoit les autres victimes. Et là, on arrive le 12 août 2017, je m'en rappellerai toujours, et le cardinal Barbarin, il fait une longue interview dans Le Monde où il dit que toutes les victimes ont été reçues dans ce procès, y compris les prescrites, et qu'en accord avec le procureur de la République, donc là, on s'assoit sur la séparation de l'Église et de l'État, je vais suspendre le procès pour ne pas gêner la justice civile parce qu'une autre procédure est en cours. Sauf qu'il n'y a aucune autre procédure en cours, c'est-à-dire que lui, on a porté plainte pour non-dénonciation, et le prêtre, ça a déjà démarré depuis 2016 au civil, donc. Le procès dans l'Église, étant donné que le prêtre a déjà tout avoué de partout et même bien avant. Ce que tu veux, attends, pour qu'on comprenne bien, Pierre-Emmanuel, c'est en fait le procès qu'il veut arrêter, c'est le procès contre lui. Ou c'est le procès contre Prénat, contre lui. Contre lui, oui, tout à fait. Contre lui, Barbarin. Parce qu'il est mais il suspend le procès de Prénat.
Donc, il lutte. Attends, je comprends pas. Alors, vas-y, si tu veux, le 12 août 2007, il dit que malgré qu'il ait reçu toutes les victimes, il dit oui, c'est bien, on a reçu toutes les victimes dans le procès canonique pour Bernard Prénat. Du fait qu'il y a une autre action en justice au civil, on suspend le procès de Prénat pour pas gêner le civil. Sauf que ce qu'il se garde de dire dans l'article du Monde, c'est que la procédure, elle est contre lui au civil, mais ça n'a rien à voir avec Prénat. Prénat a avoué au civil, il a avoué dans l'église, il a toujours tout avoué, il a jamais nié. Est-ce que ça signifie qu'il veut faire pression sur les victimes en indexant ces deux procès? Je déforme ou c'est ça? C'est pas tout à fait ça. En fait, si tu veux, il décide de suspendre le procès dans l'église en faisant croire que le procès dans l'église du père Prénat va gêner le procès du père Prénat au civil. Alors, mais en disant à mi-mot qu'en fait, la nouvelle procédure dont il parle dans cet article du Monde, que je pourrais t'envoyer, non, mais je le connais, la procédure qui est contre lui, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Et en fait, dans l'église, il n'y a pas de procès contre Barbarin. Donc, en fait, c'est pas vraiment lié, si tu veux. Non, mais ça ne gêne en rien la justice civile. L'église dédouane en disant alors, ce qu'il faut dire, j'ai été voir le procureur et je suspends. En dehors du témoignage de Prénat qui est accablant pour Barbarin, puisque Prénat dit « j'ai prévenu Barbarin que j'étais pédophile, qu'il y avait des centaines de victimes, etc. » Et il n'a rien fait. Je schématise, il m'a mis quelque part, mais il n'y a rien eu contre moi, alors qu'il fallait me soigner. Enfin, c'est un peu ça le discours de Prénat, qui est un discours, comment dire… repentant. Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ça. Lui, il dit, attendez, moi j'ai toujours dit que j'étais comme ça, après c'est eux qui n'ont pas voulu agir, quoi. Ouais. Comme Barbarin. Barbarin le connaît depuis 91, mais en 2010, il le reçoit, ça c'est Barbarin qui le dit, le prêtre lui avoue tout, il lui demande s'il a recommencé, et comme le prêtre lui dit non, c'est bon, je n'ai pas recommencé, ah bah c'est bon, et 3 ans après, il le promu doyen. Oui, non, mais c'est ça qui est incompréhensible. C'est-à-dire que Barbarin, qui est un homme… il a un QI peut-être moins élevé que le tien, mais il a un QI quand même assez… Je pense qu'il a aussi au potentiel. Je veux dire, c'est tout sauf un idiot. On se demande, et je te demande, pourquoi il a cette attitude. Parce que l'intelligence, je ne parle pas même de la sensibilité, mais la seule intelligence politique… J'ai envie de dire. Oui, le bon sens aurait voulu que, il dénonce… Je ne peux pas accepter qu'un prêtre m'avoue ça et le laisser continuer sans faire quelque chose, quoi. Bien évidemment. Et puis, il accélère les procédures d'indemnisation, il demande pardon, enfin, puisque c'est un terme religieux, etc. Or, au contraire, non. Il fait l'inverse. Il va sombrer. Et il est soutenu par le pape, dans un premier temps. Et puis, en même temps, cet acharnement, enfin, cet entêtement vont le perdre, lui. Bien puisque sûr. là, il est obligé… Enfin, en même temps, on parlera de sa chute, là, enfin de son départ qui est imminent. Quand l'émission passera, il sera déjà parti, il y aura eu sa messe, etc. Mais comment tu analyses ça, toi? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa tête d'évêque? Honnêtement, moi, des infos que j'ai, je sais que c'est un prêtre qui a beaucoup fait marcher le diocèse de Lyon. Et comme je te le disais tout à l'heure, Barbarin le connaît depuis 91. En fait, le père Prénat, il est connu depuis très longtemps. Et puis d'ailleurs, quand Barbarin est nommé archevêque de Lyon, la première paroisse qu'il visite en 2002, c'est pour l'inauguration d'un hôtel, et c'est celle du père Prénat à Cours-la-Ville, en 2002. Donc, il y a quand même un historique, quoi. Oui. Et donc, quand il suspend ce procès, ça traîne pendant 1 an. Je me retrouve sur LCI face au diacre de l'église Vincent Némon en août 2018. On reparle du procès canon, et là, Vincent Némon me soutient, mais Pierre-Emmanuel, de toute façon, quand il y a un procès au civil et qu'il y a un procès pareil dans l'église suspend toujours, c'est comme ça. Comme par hasard, 1 semaine après ce débat qui a duré 1h30 en direct sur LCI, le procès reprend. Et là, on rechange encore de juge et de formule. Et puis, on nous dit au bout de… on est en 2018, fin 2018, presque 3 ans, on nous dit que cette fois, maintenant, il faut des avocats ecclésiastiques. On nous donne une liste, aucun va nous défendre. Ah oui. Donc, le juge, on lui dit… Vous êtes combien Vous êtes combien on est 21. 21 victimes dans ce procès canon. 7 non prescrits, comme moi, non prescrits qui sont au civil, et 14 qui sont prescrits. D'accord. Parmi eux, des victimes de viol ou que de victimes de viol et d'agression sexuelle. Ouais. Et un père de famille aussi, qui n'a pas été victime d'abus, mais qui s'est porté partie civile dans ce procès dans l'église. Ah, ok. Et comment ça se passe parce que ça se passe comme dans un tribunal. C'est opaque. Aucun document, aucune audience, rien n'est visible. Donc là, on est en août 2018. Donc le Luc-Marie Lalanne qui m'a auditionné en 2e en février 2017, il nous écrit un courrier recommandé à tous en disant voilà,
suite au changement de procès qui maintenant est pénal et plus administratif, enfin bon, c'est de la broderie, je suis plus juge. Ce sera Bruno Goncalves qui, lui, était aussi nommé par Barbarin dans la première partie de procès, mais n'était pas celui qui nous auditionnait. Et j'ai d'ailleurs souligné l'année d'après qu'un article de droit canon précise qu'un juge qui a été instructeur dans la première partie de procès, si le procès a lieu, ne peut pas être juge. Donc déjà, le juge était légitime de ce procès canon selon les lois de l'Église canonique. Ça, c'est prouvé factuellement. Et donc, en fait… Excuse-moi, canonique, ça veut dire quoi, canonique ? Canonique, c'est le droit canon en fait de l'Église. C'est comme ça qu'il est nommé. C'est-à-dire que l'Église a un droit, comme le droit pénal, le droit du travail, ce qu'on veut. Et on dit canon. Ça s'appelle le droit canonique. Voilà. C'est quoi l'étymologie de canon ? Tu sais, tu as cherché ça ? Alors là, je n'ai pas poussé le truc. Excuse ma question. Je ferai des recherches après. Soudain, ça me vient parce que je pense évidemment au canon, mais ça doit pas être ça, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a aucun souci. Et donc, dans ce courrier de Luc-Marie Lalanne, on nous dit que le juge change, que du coup, c'est Bruno Goncalves, qui en plus, alors, deuxième article canon, il a un lien proche avec Barbarin, puisque Barbarin a fait sa préface de thèse en droit canon. Ils connaissent bien. Il y a un article de droit canon qui dit que si on a un lien d'amitié, d'inimité, enfin, etc., c'est tout détaillé, on ne peut pas être dans une procédure telle que celle-ci. Bref, ça, c'est un détail. Donc, dans ce courrier de Luc-Marie Lalanne, on a des noms d'avocats ecclésiastiques sur toute la France, environ 80 personnes. Des laïcs, donc des gens qui sont dans l'Église mais qui ne sont pas des religieux, des prêtres, des bonnes sœurs. Personne ne veut nous défendre. Donc, on écrit à ce juge Goncalves en lui disant, voilà, les gens ne veulent pas nous défendre, qu'est-ce qu'on fait ? Tenez, je vais vous donner des noms, ceux-là, vous pouvez les appeler. Donc, ils sont juges et parties et avocats. Donc, on en choisit pour, on va dire, les coincer, je n'ai pas peur d'employer ces mots, pour voir un peu comment les choses marchent, puisque c'est une opacité totale, on n'a pas de documents, on ne sait pas comment Prénat est auditionné, on peut accéder à rien, il n'y a pas de procès comme au civil avec une audience où les gens peuvent venir. Je peux intervenir, je te poser une question. Oui, bien sûr. L'enjeu du procès, parce qu'à ce moment-là, quand le procès démarre, il est encore ecclésiastique, enfin, quel est son statut dans l'Église, Prénat ? Il est encore prêtre, plus en fonction, mais prêtre. Donc l'enjeu du procès est double, c'est le virer de la prêtrise et puis… Ce qu'on appelle le renvoyer à l'état laïque. Voilà, le renvoyer à l'état laïque. Et l'enjeu, c'est aussi de déterminer un montant financier pour vous ou pas ? À ce moment-là, on ne nous en parle même pas. On nous dit juste que le procès change de forme, que c'est plus le juge qui nous a auditionné la deuxième fois, mais c'est un troisième qui prend sa place. On nous donne 5 noms d'avocats ecclésiastiques, du coup, on a pris les 5. Ça fait 5 personnes différentes. Comme ça, on peut voir différentes façons de faire. Et là, on se refait questionner par ces avocats-là. Moi, je me fais même inviter par cette bonne sœur qui est bien brave, mais on sent qu'elle est complètement vérolée, qu'on lui met une pression de malade. On lui demande de me demander des documents qu'on m'a jamais demandé avant durant cette procédure, de demander des témoignages, des écrits, des attestations sur l'honneur. Et ensuite, elle me demande, comme à d'autres, de chiffrer le préjudice. Ce que j'essaye de faire comme les autres, en me basant sur des jugements canoniques qui ont eu lieu, par exemple, en Suisse, où la fourchette d'indemnisation varie entre 15 000 et 80 000 euros, grosso modo, ce qui reste toujours très loin des standards qui ont été faits aux États-Unis ou même au Chili récemment. Ce pas des sommes extraordinaires. Donc, on chiffre tout ça. On nous donne des deadlines jusqu'à avril 2019 pour donner tout notre dossier complet pour tout le monde. Et à aucun moment de cette procédure, on nous dit il y a des gens prescrits, des gens pas prescrits. Ceux qui ne sont pas prescrits, qui sont au civil, vous êtes au civil, donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose de l'Église. Enfin, on ne nous dit jamais rien. On nous demande de chiffrer, nous aussi, moi compris, le préjudice. Okay. Au mois de juillet 2019, il est renvoyé à l'état laïque. Oui. Et à ce moment-là, on nous informe uniquement par mail, sans aucun papier officiel ni rien. On nous dit en même temps, vous avez encore jusqu'au 30 septembre pour ceux qui n'ont pas fini leur dossier. Donc, les dossiers étaient déjà censés être finis le 30 avril 2019, mais on laisse encore du temps jusqu'en septembre. Et en septembre, à la fin septembre, le même juge Goncalves nous dit, bon, tous vos dossiers sont complets, mais maintenant, pour l'indemnisation, on va demander à la conférence des évêques de France, qui se réunit en novembre prochain, 2019, de valider un montant. Donc, arrive la conférence des évêques de France. En grande pompe, il nous annonce, on va réfléchir à une indemnisation, et ça s'arrête là. Ils refont une com. Ce qu'il faut dire, Pierre-Emmanuel, ce qu'il faut dire, c'est que grâce à vous et au combat que vous avez mené, le discours de l'Église à l'égard du pape déjà, mais de l'Église aussi à l'égard de la pédophilie, c'est durci. L'Église en parle un peu plus, peut-être pas suffisamment selon Ils n'ont pas eu le choix du fait de la médiatisation. Ça avait été déjà amorcé au moment de la création de la parole libérée avant que je n'arrive. Et c'est vrai que moi, en ayant travaillé chez Euronews, je me suis dit, ce serait important que Euronews prenne le sujet parce que c'est visible sur beaucoup de pays en Europe et ça peut encore faire plus prendre conscience aux gens des choses. Et je pense que ce qui les a obligés à changer de discours et à essayer d'avancer, c'est cette médiatisation. Sinon, ça n'aurait
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil, c'est incompréhensible parce ils ont tout intérêt dans la mesure où ils veulent publiquement montrer qu'ils luttent contre la pédophilie. Pour un monde honorable, qui luttent contre ça, qui veulent que les choses bougent et pardon et qui vous fassent le chèque demandé et puis on passe à autre chose. Et bien pourtant, c'est pas ce qui va se passer. Absolument pas. Et même cette brave avocate ecclésiastique que je remercie de m'avoir accompagnée, sœur Marie Renaud, m'a dit on pourra vous donner tout l'argent du monde, ça n'effacera pas 20, 25, 30 années de perdu de votre vie de toute manière. Les sommes qui sont réclamées sont ridicules, compte tenu en plus de la richesse, on va dire, de l'Église. C'est quelque chose de ridicule. Et en fait, ils n'ont jamais voulu à aucun moment tout de suite faire les efforts, tout de suite clarifier les choses, tout de suite juger les choses pour que on n'en parle plus, parce qu'en plus, ça fait du mal à l'Église, ça fait du mal à l'image de l'Église, aux fidèles qui vont à la messe le dimanche, etc. Et donc, du coup, là, on a reçu un recommandé cette année en nous disant, pour 14 d'entre nous, voilà le montant qu'on estime vous donner, qui varie suivant les courriers qui ont été envoyés de ce qu'on m'a rapporté entre 13 000 et 17 000 euros, ce qui est à peu près l'équivalent du civil, c'est à peu près les mêmes ordres de somme. Par contre, pour moi et les 6 autres qui sont encore au civil et qui sont dans cette procédure canonique, on nous dit dans ce courrier, il faut attendre la fin du civil. Tout en nous disant, alors je t'ai envoyé le lien de France 3 où on voit le remplaçant de Barbarin qui annonce ça sans problème, en disant on n'est pas coupable et les gens qui sont au civil, de toute façon, ils n'auront rien. Donc on nous dit dans ce courrier qu'il faut attendre la fin du civil, mais en fait, on nous dit quand même officiellement à la télé qu'on n'aura rien. Parce que ça veut dire qu'ils ont décidé que dans la mesure où il y avait des gens qui allaient être indemnisés par l'État, ils n'avaient pas à être indemnisés en plus par l'Église. Exactement. C'est ça leur calcul. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on apprend après toutes les procédures. Après nous avoir demandé, même à nous qui étions au civil, où ils savent qu'on est au civil, ils savent que le prêtre a avoué, il va être condamné, qu'on va avoir forcément une indemnisation parce que c'est la loi qui est comme ça. Eh ben non, juste après tout ça, vous avoir fait perdre du temps, changer de juge, redemander des preuves, des écrits, des machins, chiffrer le truc, on vous dit, niet. Vous les 7 là, vous n'aurez rien. Et les autres, va falloir attendre parce que bon, on est quand même un peu pauvre l'Église, donc on va demander aux gentils gens qui vont à la messe le dimanche de remplir un fonds d'indemnisation des victimes parce que nous, on ne peut pas. Et ça, c'est scandaleux. C'est des gens qui vont à la messe le dimanche et vont devoir payer pour nous. Et comment vous êtes intervenu auprès du Vatican? Vous avez essayé? On a donné des courriers en main propre au Vatican. On a même porté plainte contre le numéro 2 du Vatican qui lui avait envoyé un mail à Barbarin en 2015 en lui disant cette affaire, tranquille. Ouais. Et lui, on nous a apposé une immunité diplomatique pour pas qu'il vienne répondre de la justice en France. Oui, j'avais lu ça. Mais comment dire, il ne s'est plus rien passé depuis novembre 2019? Alors, en novembre 2019, il y a eu la cour d'appel de Barbarin, où d'ailleurs, en off, le premier juge ecclésiastique qui m'a auditionné en avril 2016 est venu me voir en me disant « Oui, votre avocate a fait un super travail, votre dossier il est bien complet, mais vous savez, comme vous êtes non prescrit, il faut attendre la fin du civil, parce que bon, si vous avez de l'argent de l'État, l'Église ne va pas vous en donner. » Sur ce, je lui réponds, écoutez, l'abus spirituel qui m'a détourné d'une croyance, d'une foi, probablement de gens qui auraient peut-être pu m'aider dans ma construction personnelle, c'est pas l'État français qui va le réparer. C'est l'Église, parce qu'il y a eu un abus spirituel et pas que pour moi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit en off et on apprend beaucoup plus tard officiellement que nous. Barbarin, lui, il est condamné en appel ou il n'est pas condamné? Non, alors, j'ai très résumé le procès Barbarin. J'étais le seul, et Ozon l'a repris dans un article, j'étais le seul à être sûr, à la fin des 5 jours de procès en janvier 2019, qu'il serait condamné en première instance. Le petit clin d'œil que j'ai eu au 5e jour du procès était suffisamment parlant avec tout ce qui avait pu être dit dans les débats avant, parce que dans les faits, il est coupable. Dans les faits, je parle bien les faits, tout ce qui a été énuméré, les dates, etc. Le seul souci, c'est que la loi française, quand on est au courant de quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels, on a 3 ans pour dénoncer. Et comme Barbarin, en 2016, au début de l'affaire, il a dit « Ouais, j'étais au courant en 2014 ». Et qu'ensuite, il s'est ravisé, il a dit 2010, ensuite, il a dit 2007. Finalement, on se rend compte que c'était 2002 et même 91 qui connaissait le père Prénat. La prescription des 3 ans pour dénoncer, elle a volé en éclats, donc il ne peut pas être condamné. C'est pour ça qu'en cour d'appel, il a été relaxé sur le droit, mais en première instance, il a été condamné sur les faits. Et j'étais le seul persuadé qu'on allait gagner. Tout le monde disait c'est pas possible. Parce que tu es allé un peu vite là. Il y a 3 ans de prescription. Mais voilà. Tu veux dire que lui, il a reconnu qu'il savait que le prêtre était pédophile. En quelle année? Au début, en 2016, quand l'affaire a éclaté, il a dit « je suis au courant depuis 2014 ». Là, je pense que ses avocats lui ont dû lui dire « écoute, 2014, on est en 2016, ça fait 2 ans que tu es grillé ». Donc, il a donné d'autres dates. Et donc, la justice n'a pas tenu compte de cette première déclaration? Non.
Non, parce qu'en plus, il y a des éléments qui attestent qu'effectivement, et c'est lui-même qui l'a dit, en 2010, il reçoit le prêtre qui lui avoue tout. On est 6 ans avant, donc là, la prescription a sauté. Et après cette réunion, le prêtre lui ayant dit qu'il avait pu abuser d'enfants, qu'il avait pu recommencer, il l'a promu doyen. Mais ce que j'arrive pas très bien à comprendre, c'est que même si c'est 2014 ou 2016, en fait, dans la mesure où le prêtre dit qu'il était au courant, il y a une non-dénonciation de crime. Et cette prescription… Tout à fait, mais en fait, il y a vraiment la date. La date, elle est hyper importante. C'est après les faits. Après la commission des faits, il faut qu'il ne se passe pas plus de 3 ans. Non, c'est au moment où lui a connaissance des faits. C'est par exemple, je vais te donner un exemple. Je sais que tu as abusé de quelqu'un. À la date où je le sais, on va dire que c'est aujourd'hui, j'ai 3 ans pour te dénoncer. Au-delà de ces 3 ans, c'est prescrit. D'accord. Donc, comme lui, il a donné des dates qui étaient beaucoup plus anciennes que 2014, qui était la première date dite, eh ben, la prescription, qui est la loi, et c'est pour ça qu'il a été relaxé, la loi dit que c'est 3 ans, donc il ne peut pas être condamné. Donc là, Barbarin n'est plus évêque, il est quoi aujourd'hui? Apparemment, il va être aumônier dans le diocèse de Rennes. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Et donc, il y a une grande messe le 28 juin où il va dire au revoir à tout le monde. Une grande messe qui est faite avec que certaines personnalités de la région lyonnaise. Qui, par exemple, le soutient toujours? Colomb? Oui, ça c'est sûr. Et non, puis, tous les réseaux d'influence, le réseau d'influence lyonnais est très, très, très puissant, bien plus que celui de Paris, même, je dirais. Et tous les réseaux financiers, la haute société, la haute bourgeoisie, tous les cathos très connus de Lyon. Donc cette histoire n'a pas… comment tu quantifies, comment tu dirais, elle a peu affecté la réputation de Barbarin? En tout cas, dans ces traces-là, on va dire dans cette caste que dénoncent les pinceaux Charlot, parce que c'est plutôt cette caste qui va être proche de Barbarin. Non, pas du tout, parce qu'en plus, il y a un côté religieux, il y a un côté on ne touche pas à l'église parce que c'est notre croyance, c'est notre foi, il y a plein de choses qui se mélangent. Après, des gens ont ouvert les yeux, mais ce n'est pas la grande majorité. Moi, je vais te donner un exemple. Pendant que je faisais ma formation de coaching, j'étais déjà en plein dans ces affaires judiciaires. Il y avait une fille dans ma formation de coaching qui avait été confirmée par Barbarin. Quand les gens me posaient des questions là-dessus, à juste titre, ça ne lui plaisait pas parce que je faisais du tort à l'église pour elle. Je faisais de la propagande. Alors que je disais juste les faits, on me posait des questions factuelles sur ce qui se passait sur les procès. Tu es resté catholique, Je crois en quelque chose qui est peut-être au-dessus de nous, qui nous dépasse, mais je ne lui donne pas un nom. D'accord, mais tu as été catholique pendant longtemps. Jusqu'à ce que le prêtre parte. Après, du jour au lendemain, comme il n'y avait plus ce prêtre, on n'est plus allé à la messe. J'avais plus envie d'y aller. Ma mère ne m'a pas forcé. Et depuis cette époque-là, je suis agnostique. Ouais. Mais oui, d'accord. Mais parce que dans le film, à un moment donné, le personnage qui est joué par Denis Ménochet, il dit qu'il veut c'est une procédure religieuse pour s'enlever la religion catholique. Ouais, il s'est fait apostasier en fait. C'est-à-dire qu'il a envoyé un courrier pour se faire débaptiser. Mais c'est le mot religieux. Je compte le faire une fois que tout sera fini, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe au niveau de la parole libérée? Parce que on sent qu'il y a des tensions à la fin du film. C'est très compliqué. Je suis en procès contre la parole libérée, pour être. Ah bon? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a tous des parcours de vie différents. On a tous œuvré pour la cause. Moi, je suis resté très longtemps. Bertrand, donc Gilles dans le film, est parti très tôt. C'était très compliqué. Gilles, c'est chirurgien? Ouais, tout à fait. Vraiment, pour moi, c'était le plus bienveillant des trois personnes. J'avais beaucoup de respect pour Alexandre. François, je l'ai admiré pour beaucoup de choses. Maintenant, il y a eu beaucoup de maltraitance verbale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup de victimes mises de côté, des mensonges dits sur certaines victimes, des victimes d'autres affaires maltraitées verbalement par François, censurées sur Facebook. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais toujours depuis le début dans la boucle mail. J'ai vu trop de choses passer. Des fois, j'ai pété des plombs parce que je voyais des choses qui n'étaient pas cool. Et en novembre 2019, l'un des plus anciens de la parole libérée, qui est Fabrice, qui a créé le site internet gratuitement, qui est un ancien scout mais pas victime, il apprend qu'ils ont changé de site internet en enlevant un peu tout l'historique de ce qui avait pu être fait avant et en réécrivant, on va dire, un peu l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alexandre est un actuaire, un banquier d'affaires, et que le mot la parole libérée, c'est très marketé, c'est mon opinion. Je reviendrai sur le pourquoi du procès après de la parole libérée. Et donc, quand je vois que Fabrice se fait complètement invectiver par François, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec tous les gens qui se sont fait couper des têtes avant, depuis, on va dire, l'été 2016, fin 2016. Moi, je n'avais pas le choix de rester là-dedans parce que je suis pieds et poings liés dans les procédures comme tout le monde.
Bertrand, lui, le cardiologue, il est prescrit, donc il pouvait partir, si j'ai envie de dire. Et Fabrice, j'ai pas supporté qu'on lui fasse ça, donc j'ai claqué la porte, j'ai fait la morale en même temps par mail et j'ai dit au revoir. Le souci, c'est que 15 jours après, j'ai une journaliste locale qui m'appelle en me disant « Écoute, j'aimerais t'interviewer pour un livre qui va sortir, préfacé par François, où il y a ton témoignage. » Comment ça, un livre bah oui, il y a un livre qui va sortir, coécrit par La Parole Libérée, il y a ton témoignage dedans, et il va sortir la veille du procès de Prénat en janvier 2020. Alors là, Pierre-Emmanuel, il appelle l'éditeur du livre. Il se rend compte qu'en fait, on lui a, depuis avril 2019, alors qu'il est dans les échanges mails, moi j'ai toujours été transparent et je peux le prouver factuellement avec tous les dizaines de milliers de mails qu'on s'était échangés depuis 2016. J'ai toujours prévenu quand des journalistes m'appelaient pour telle ou telle émission, qu'il fallait faire telle ou telle chose, que j'avais eu telle ou telle info. Enfin, vraiment, j'étais dans le partage et la co-création. Et donc, à ce moment-là, j'apprends, en appelant l'éditeur, que depuis avril 2019, ce livre est en préparation, sans qu'en fait les victimes soient informées. C'est quel éditeur? Temps présent, le nom de la maison d'édition. Ouais, je sais pas ce que... Le procès aura lieu le 27 juillet prochain. Mais le livre est sorti? Non, on a fait une action en référé immédiatement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, l'éditeur, je lui ai dit, écoutez, avec ce que vous me racontez, vous allez m'envoyer les mails que François vous a fait, ainsi que son avocate en avril 2019, pour voir comment on vous a dit de prendre nos témoignages, comme ça, parce qu'on m'a pas demandé l'autorisation, j'ai rien signé. Mais c'était les témoignages qui étaient sur le site. Ouais, bien sûr. Et en fait, François a simplement répondu d'un email en disant oui, ça demande un petit job de validation, mais vous pouvez prendre des témoignages, etc., etc. Et en fait, il n'a jamais demandé à personne. Il y a même dans ce livre des témoignages d'autres personnes, d'autres affaires. Je crois une vingtaine de témoignages. Et en fait, l'éditeur m'apprend que le livre, il est envoyé à 160 journalistes en prélecture, dont cette journaliste qui m'a appelé pour m'informer qu'il y avait un livre et qu'il voulait m'interviewer au courant. Qu'en plus, il est prévu d'être sorti la veille du procès de Prénat, donc ça aura fait beaucoup de pub, et qu'il y a un contrat entre lui, La Parole Libérée, etc. C'est complètement hallucinant. Donc, je lui ai dit, écoutez-moi bien, vous allez m'envoyer tous ces éléments-là, parce que moi, on ne m'a jamais demandé mon autorisation de faire ça. Pour le film, on m'a demandé de rencontrer Ozon. Pour aller aux médias, on m'a envoyé des mails, on m'a demandé de venir. Les choses sont carrées, les choses sont bornées. Là, on fait les choses dans mon dos, c'est juste pas acceptable. Je ne compte pas vivre dans ça toute ma vie non plus. Donc, qu'on sorte un livre dans mon dos, c'est un peu moyen quand même. Et puis, dans le dos de toutes les victimes. Et donc, l'éditeur m'envoie tout ça. Et moi, je me pointe à l'Assemblée Générale de La Parole Libérée le 13 décembre. Et puis, je balance tout à François, bien sûr. Je se retrouve un peu con. François, excuse-moi, dans le film, c'est le personnage qui jouait par qui? C'est le deuxième. C'est Denis Ménochet. D'accord. C'est le président de La Parole Libérée. Il a mon âge. Il est de février 79. Moi, je suis de décembre 79. Et donc, je balance tout pendant la réunion. Des gens m'ont soutenu pendant cette réunion. Lui était dans le déni. Il a essayé de me faire passer un peu de intérêt. Ça n'a pas marché. Enfin, bon, je ne peux pas, c'est tellement de détails. Et donc, suite à ça, j'ai engagé une action en justice parce que c'est inacceptable qu'on utilise des témoignages sans demander l'autorisation aux gens pour publier un livre à la veille d'un procès qui nous concerne tous, sans qu'on soit au courant. Enfin, cette journaliste ne m'appelle pas au mois de décembre. Moi, je me retrouve la veille du procès de mon agresseur avec peut-être 10, 15, 20 journalistes qui m'appellent pour me parler et du procès et d'un livre que je ne connais pas. C'est juste pas possible. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est assez fou, c'est que ça s'est enchaîné en décembre 2019. Le 30 décembre 2019, j'ai fêté mes 40 ans au tribunal pour le livre, où personne n'est venu. Ils ont reporté l'échéance au mois de janvier, le temps d'essayer de trouver un truc avec l'éditeur. Entre-temps, l'éditeur fait un communiqué en disant « je retire le livre ». Donc, on retourne une deuxième fois en janvier au tribunal. À ce moment-là, on arrive, il n'y a personne au tribunal et le juge nous dit « ah bah oui, mais l'avocate de La Parole Libérée est venue en nous disant que vous alliez retirer les plaintes et que l'éditeur avait fait un communiqué pour retirer le livre ». Mais non, on ne retire pas nos plaintes. Enfin, il y a des choses de fait qu'on ne peut pas laisser passer, donc hors de question. Le procès est à nouveau reporté. Entre-temps, eux, ils font des attestations sur l'honneur. C'est un peu triste parce que là, il n'y avait pas moyen. C'est très triste. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est le comportement. Là, c'est le premier dans le film. Parce qu'il a fait une attestation sur l'honneur mensongère pour lequel je vais porter plainte dans quelques jours contre lui. J'aurais pu le faire il y a un moment, mais je vais le faire là avant le procès du livre. Mais c'était à faire de toute façon. On a fait une fausse attestation sur l'honneur en disant que les frais d'avocat pour les victimes et dont moi sont payés par La Parole Libérée. Ce n'est pas vrai, parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance d'utilité publique pour le faire, et à aucun moment ils ont payé mes frais d'avocat. Et il a fait cette attestation, clairement, pour essayer d'influencer le juge en disant « mais attendez, il est quand même con, Pierre-Emmanuel, d'attaquer La Parole Libérée pour ce livre, alors que l'argent qu'on va récupérer pour ce livre, c'est pas pour nous, ou pour l'assaut, ou pour s'amuser avec, c'est pour payer ses avocats. » C'est pas vrai.
Alors, on fait un faux témoignage quand même. Et toi, tu as les moyens financiers d'assurer tout ça ou... Je me ruine. Et je me ruine et puis Prena, ça continue. Tu ne penses pas que par rapport à l'association, vu l'importance qu'elle a eue, vu le passé que vous avez ensemble, c'est mon côté catho que je ne suis pas, mais qu'il y avait un moyen où vous pouvez tu vois, déposer les armes, quoi, et vous dire bon. Le problème, c'est qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la maltraitance gratuite pour rien. C'est-à-dire que on a tous défendu cette cause sans rien demander en retour. Bertrand a été donc Gilles, le cardiologue, a été le premier à en faire les frais du comportement de François. Ça n'a fait que continuer pendant des années. Donc, créer une association qui regroupe éventuellement les autres et qui en rajoute une couche dans la lutte contre la pédophilie, moi, je suis tout à fait d'accord. Par contre, fait de cette manière-là, en faisant des choses dans le dos des gens, en maltraitant verbalement des victimes, en censurant parfois même des victimes sur les réseaux sociaux, et là, je parle même pas de moi, mais qui m'est bloqué pour pas que j'aille sur la page Facebook, mais je m'en fiche. Mais il a bloqué des gens qui venaient dire des choses dérangeantes sur la page Facebook. Non, moi, c'est la vérité et pas la censure. C'est où on fait les choses en vérité jusqu'au bout, où on fait rien. Et là, je pense que je suis allé trop loin avec ça. Vous avez été le scénario du film, vos témoignages, il y a une partie de l'argent du film qui a été à la parole libérée ou pas du tout? Il y a eu des dons? Je ne sais absolument pas. Je ne suis pas du tout dans cette confidence. Je suis membre de l'association. D'ailleurs, après l'AG, il a voulu m'en exclure, mais malheureusement, je lui ai fait un courrier-réponse où malheureusement, il ne peut pas m'exclure. Surtout que, pas de chance pour lui, il a envoyé un SMS à un président d'association qui, en plus, il n'aime pas spécialement. Alors, va savoir pourquoi il a écrit à ce président d'association au sortir de l'AG pour se plaindre pendant 6 pages de SMS, et la personne nous les a envoyés, les SMS, en disant que Pierre-Emmanuel est complètement fou, c'est un membre de notoriété. Non, je pensais pas, en t'appelant, je pensais pas que c'était dans cet état. C'est une pétaudière, là. C'est triste parce que. Ouais, complètement. Et heureusement, je suis soutenu par d'autres victimes. Alors, il y a plein de victimes qui sont dans ce livre qui veulent pas se prendre la tête, et je les comprends parce que c'est toxique et anxiogène. Déjà, l'affaire judiciaire Prena, c'est chiant. Mais alors, en plus, se battre contre des victimes parce qu'il y a des choses qui se sont faites de manière pas cool et dans le dos des autres, c'est chiant aussi. Mais je suis soutenu par des personnes comme Bertrand et d'autres qui sont dans ces affaires parce qu'on est dans notre droit et parce que eux aussi ont subi parfois les foudres de François. François, il avait beau être enfant lumineux quand il était enfant, faut pas qu'il laisse son ego prédominer maintenant, et c'est malheureusement ce qu'il fait en nous rejetant à nous la faute d'un ego soi-disant surdimensionné. Moi, je suis une victime en manque de notoriété qui veut semer le chaos selon ses propos qu'il écrit et qu'il les à un président d'association. C'est quand même assez grave. Ça, je lui ai répondu dans un recommandé, il n'a pas pu me répondre à ça, c'est irrépondable. En fait, toi, dans ta vie personnelle, le fait d'abord d'avoir libéré ta parole, d'avoir mené ce combat-là, qui est le film et tout, où tu en es par rapport à ça? Parce qu'on a l'impression que c'est encore très présent dans ta vie, tu n'as pas évacué complètement et tu es dans une bataille permanente, quoi. Je sais pas. Tout à fait. En fait, la bataille permanente, elle est liée surtout parce que y a encore des procédures judiciaires en cours, donc ça te laisse toujours dans un petit coin de la tête toutes ces affaires, quelque part. Après, il y a quand même la colère qui s'est vachement apaisée. Ça a permis notamment pour ma mère qui, quand elle allume ma plainte au mois de janvier au sortir du commissariat, elle a complètement revu son référentiel vis-à-vis de son fils. Et j'ai aujourd'hui, depuis 4 ans, la vraie relation que j'ai toujours rêvé d'avoir avec ma mère. Ça n'a pas amélioré la relation avec mon père qui, lui, a eu les propos qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que de toute façon, dans la vie, on a tous nos problèmes. C'est la vie, c'est comme ça. Et moi, j'en ai, je t'en parle pas. Donc les tiens, on s'en fout. Mon demi-frère, c'est un peu pareil. On n'a pas la même mère. Il est un peu plus âgé que moi. Mais voilà. Et lui, il m'a carrément dit, de toute façon, tu étais l'enfant prodige, l'enfant préféré. Tout était pour toi. Quand on voit le film, d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais pas que pour toi, mais on a l'impression que dans les vies de couple ou dans les vies familiales, cette affaire a tout explosé, quoi. Enfin, t'as tout. Bien sûr. Il y en a qui ont divorcé. Il y en a qui sont partis en burn-out. Il y en a par exemple un, quand il a ça qui s'est révélé, il a enchaîné un divorce, un burn-out. Il y a eu un suicide aussi à l'époque, qui a l'air d'être lié à l'histoire. À l'époque, oui, il y a eu des suicides. Oui, bien sûr. Moi, j'ai même des gens, quand je suis allé à Sainte-Foy-les-Lyons, j'ai fait 2 débats à Sainte-Foy-les-Lyons. Après la sortie du film, suite à cet enchaînement de directeurs de cinéma qui se sont passés le mot de m'inviter, j'étais le seul à faire ça et c'était pas du tout prévu pendant 3 mois. À Sainte-Foy, j'ai des mamans qui sont venues me voir en me disant merci pour ce que vous faites. Et moi, je vais vous témoigner que mon fils, il est mort. Je ne saurais jamais pourquoi. D'autres savent qu'il est mort, qu'ils sont morts à cause de ça. Enfin, il y a des gens qui. Parce que je suis allé sur le site et j'ai pas tellement trouvé ça, mais j'avais l'impression que la parole. Non, mais je sais, je l'ai trouvé assez
J'ai trouvé qu'il était Maintenant, c'est le marketing, la parole libérée. Ouais, assez joliment fait, mais assez aseptisé. Et je me dis, enfin, ce que j'aurais trouvé intéressant pour un site comme ça, vu la notoriété qui a été acquise, c'est de continuer le combat partout ailleurs. Parce que ça, c'est une question que je te pose. Est-ce que depuis qu'on va dire la révélation de l'affaire Prena, est-ce que Prena est un cas isolé ou est-ce que des Prena, il y en a d'autres dans l'Église? Est-ce que grâce à la parole libérée, il y a des témoignages qui ont afflué? Enfin, alors, oui, ça a fait affluer des témoignages, mais il y avait déjà beaucoup d'associations qui existaient avant, Innocence en danger, Enfance et partage, qui recueillaient déjà des témoignages et qui, elles, sont structurées même pour accueillir des victimes. La parole libérée le dit clairement. De pédophilie, mais pas dans l'Église. Pas forcément. Non, pas dans l'Église. Après, effectivement, la parole libérée, comme c'était une affaire dans l'Église, on a recueilli beaucoup de témoignages de victimes autres. Et le téléphone, il n'a existé que pendant 1 an. C'est d'ailleurs ma mère, à un moment donné, qui le prend pour soulager parce qu'il tournait à tour de rôle et les gens appelaient matin et soir. Et depuis, il n'y a plus de numéro d'appel à la parole libérée. Si on appelle la parole libérée, c'est le numéro de portable de François Deveau. D'ailleurs appris par le biais de victimes qui n'ont rien à voir avec l'Église que des fois, François, alors qu'il n'est pas du tout psychologue, qu'il n'en a pas du tout les compétences, il recevait des victimes dans son bureau. Bon, c'est pas très professionnel, mais ils n'ont pas de structure pour recevoir les victimes. En fait, eux, parce que Alexandre, qui est un actuaire, donc c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation, il a bien compris au bout de quelques mois que le nom de la parole libérée, c'est quand même quelque chose de très marketing, très parlant en fait, la parole libérée. Enfin, il n'y a pas de business derrière quand même. Disons qu'en fait, il y a eu une demande de levée de fonds sur Internet où la première étape, c'était 35 000 €. C'était le projet de François de lever 35 000 €, ce qui a été fait pour embaucher quelqu'un qui ensuite allait chercher d'autres subventions pour ensuite créer des centres. Mais là, on compte en millions d'euros. Hein, des centres qui allaient gérer des accueils de victimes, etc. etc. Mais il y avait un but pour François Deveau de basculer dans un salariat. J'ai même des mails de lui 2016, 2017. Si demain on me donne 3 000 € pour faire ça, je le fais. Mais ça ne fonctionne pas, ça. Ça, c'était le projet. Cette levée de fonds qui a été faite via, je ne crois pas que ce soit Helloasso, non, KissKissBankBank. Mais ça a été d'ailleurs abondé par soit François, soit Alexandre à la fin, parce qu'il n'y avait pas le quorum. Il fallait lever 35 000 €. Ces 35 000 €, ils étaient pour une personne salariée sur 1 an, qui allait chercher encore plus d'argent pour créer le premier centre dans une région et après en créer dans chaque région de France. Mais c'est pas idiot comme projet, si ça va. C'est pas idiot comme projet, mais ça a été complètement arrêté. Bon. Ils ont refait le site sans en informer personne, bien sûr, en supprimant beaucoup d'historiques. Hein, t'as bien fait d'en plus. Donc là, il va y avoir une messe le 28. Demain. C'est demain, oui. Tu vas y aller? Matin. Je me suis beaucoup posé la question. Le problème, c'est qu'il va y avoir un service de sécurité. C'est verrouillé à l'entrée parce que c'est que sur invitation. Et de toute manière, même si j'arrive avec une pancarte, je vais avoir des cathos qui vont me dire « Ah, encore un fou, encore un délateur », parce qu'on nous a quand même traité d'officier Stasi pendant toute cette affaire. Qu'est-ce que si tu l'avais en face de toi, Barbarin, c'est comment son prénom? Bernard, non? Philippe Barbarin. Philippe Barbarin. Philippe, tu me permettras de t'appeler comme cela? Au fond, ce qui serait normal, c'est qu'aujourd'hui, je t'accueille dans ce club très fermé des évêques émérites. Et tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il est malhonnête et que plutôt que de faire traîner comme il a fait traîner, il aurait mieux fait de montrer patte blanche, sans dire de se repentir lui, de montrer que l'Église voulait vraiment aller au-devant des victimes, comme ce qu'on fait à la messe le dimanche, prononcer de la bienveillance et faire la morale aux gens, et d'agir vraiment vite et de pas faire des pirouettes cacahuètes comme ça a été le cas dans ce procès canonique à coup de communication dans la presse où on informe les victimes par voie de presse, qui est quand même scandaleux, dans un procès ecclésiastique qui est complètement opaque où on n'a aucun papier officiel presque de ces condamnations, quoi, qui est quand même c'est quand même sidérant, qui laisse en plus le prêtre alors qu'il n'a pas fait appel dans l'Église. Ils s'indignent même pas qu'il fasse appel au civil. Ils savent que les victimes se ruinent dans les procédures au civil, mais ça les choque pas. Donc on continue de faire traîner. Ça, c'est scandaleux et j'aimerais lui dire que c'est scandaleux d'avoir procédé de cette manière-là. Et Prena, tu es toujours dans le même état d'esprit ou tu as plus du dédain aujourd'hui? Est-ce que J'ai du dédain et quand je suis arrivé à la barre, ça en a marqué beaucoup, mais c'était pas le but de faire une cinémathèque en faisant ça. C'est d'enlever le foulard à la barre, le foulard de scout, en disant l'emprise, elle s'arrête, elle est finie. Le procès, en libérant ta parole, a libéré à atténuer ta colère. Oui. Déjà en 2016, de le libérer, c'était déjà très fort.
mais avec les années, ça a encore plus permis de m'apaiser, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus serein. Heureusement que j'ai quand même beaucoup d'activités dans ma vie, que je cherche à m'occuper pour pas trop y penser. Et ça a été très, très salvateur. Ouais. Tu fais des footings comme le personnage de Swan Arlo? Ah non, alors, je déteste faire du footing. Moi, il faut que je fais du basket pendant longtemps au club et je fais du badminton. Je touche un peu à tout, mais j'aime bien avoir un truc dans la main. Le footing, juste pour faire du footing, je déteste ça. Non, mais je comprends. Bah, écoute, Pierre-Emmanuel. Mais le sport a été mon exutoire. Ouais, ça m'a permis de me tempérer. Le sport a été un exutoire. Ça m'a permis de me tempérer. Oui, c'est ce que dit ton personnage. Écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Donc là, le combat continue pour que vous soyez indemnisé. Pour toi, l'affaire se terminera à ce moment-là, quand tu auras ton… Oui, complètement. Alors, elle s'estompe petit à petit dans un coin de ma tête parce qu'on avance quand même, mais elle sera complètement définitivement close quand tous les procès seront terminés. C'est même pas une question d'indemnisation, c'est une question d'acter tout ça, de finir tout ça. L'indemnisation, elle peut que aider à, j'ai envie de dire, on va dire plutôt réparer ce qu'on a dû dépenser depuis déjà 4 ou 5 ans en procédure judiciaire faramineuse. Ça va s'arrêter là, ça va pas me rattraper 25 années de vie perdue, quoi. Je compte pas là-dessus pour faire ma vie. Bon, je te remercie. Tu vois des choses à dire? Enfin, tu vois, j'ai répondu à ton message d'il y a… Ouais, déjà, je te remercie beaucoup de ton écoute, d'avoir accédé à ma requête, parce que je pense que c'est important. C'est vraiment un média pour les gens qui ont vu le film ou les gens qui connaissent l'histoire, voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est terminé, qu'une fois… Mais en fait, on se rend compte que le prêtre est toujours relativement protégé, que Barbara… Tout à fait, puisque quand ils ont annoncé à ces 21 personnes du procès dans l'église il y a quelques semaines qu'on allait recevoir un recommandé avec le montant de nos indemnisations, on l'a appris dans la presse, c'est même un journaliste qui m'informe ça avant même que j'aie le recommandé. Et au dire de l'église, c'est bon, on a envoyé 21 recommandés, l'affaire est finie. Non, elle n'est pas encore finie, l'affaire. Il y a encore des petits vices de trucs qui sont compliqués à suivre et qu'il va falloir encore se battre, quoi. Bon, je souhaite qu'elle se termine bientôt pour toi et pour toutes les victimes. Et puis bonne… Je le souhaite aussi, pas que pour moi. C'est pas que mon cas qui m'importe, c'est le cas de tout le monde. Et j'espère que les gens changeront leur regard par rapport à toutes ces affaires, que ça se reproduise le moins possible, voire plus. Bonne route et bonne chance. Merci à toi en tout cas.